Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de First Tsar Ivan the Terrible. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des durées de partie de 90 à 120 minutes à partir de 12 ans. C'est un jeu de Stan Kandorsky et il est illustré par Stéphane Exposito. Le jeu est édité par Hobby World. Dans le jeu, vous incarnez des familles de boyards en quête de pouvoir et d'honneur dans la Russie du XVIe siècle. Sur 4 décennies, vous collecterez des ressources, équipez des troupes, négociez avec des étrangers, fortifiez des villes, recherchez des privilèges, ainsi que réalisez des missions royales. Votre influence auprès du tsar, entre intrigue et pot de vin, détermineront quelle famille accédera à la gloire. La partie se déroule en 4 manches, chacune représentant une décennie du règne de Ivan. Vous allez envoyer des boyards au Kremlin pour planifier vos actions, recevoir des revenus de vos villes, placer et déplacer vos guerriers et vos boyards sur la carte, réaliser des projets, construction, militaires. Et vous pourrez faire également l'échange de biens et l'acquisition de titres, ainsi que de domaines. À la fin de chaque manche, les joueurs avec plus d'influence dans une région reçoivent des récompenses. À la fin de la 4e décennie, le joueur avec le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des grandes mécaniques, que vous ayez une idée de tous les tenants et les aboutissants du jeu, et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Dans le jeu, vous dirigez des familles de boyards en compétition pour le pouvoir et l'honneur dans le Tsarat de Russie au XVIe siècle. Pendant 4 décennies, vous percevrez des revenus de vos domaines, équiperez vos troupes, commercerez avec des étrangers et fortifierez vos villes. Vous rechercherez des privilèges et accomplirez des missions royales. Servez-vous de votre influence sur le tsar, corrompez ses serviteurs, et peut-être que c'est votre famille qui parviendra à s'emparer du trône de Russie au siècle suivant. Le jeu se déroule en 4 manches, chacune représentant environ une décennie du règne d'Ivan le Terrible. Au début de chaque manche, les joueurs envoient leurs boyards dans les chambres du Kremlin, choisissent leurs actions pour la décennie en cours. Ensuite, les joueurs réalisent les actions choisies. Percevoir des revenus des villes, placer des boyards et guerriers sur la carte et les déplacer, entreprendre et achever des projets de construction, de commerce et militaire, échanger des marchandises, acquérir de nouveaux titres et domaines. À la fin de chaque manche, les joueurs ayant le plus d'influence dans les 4 régions reçoivent des récompenses supplémentaires. Un élément essentiel du jeu est la faveur du tsar, utilisée pour résoudre toutes les égalités. À la fin de la partie, le joueur ayant le plus de points de victoire l'emporte. Quels sont les différents éléments du jeu? Vous avez le plateau, qui représente une carte de l'État russe au milieu du XVIe siècle. Il y a 16 villes de 4 couleurs différentes qui sont reliées par des voies navigables. Les symboles sous le nom de chaque ville indiquent les revenus que l'on peut y percevoir. Certaines voies navigables proches des frontières, comportent des emplacements pour les jetons commerce. La carte est divisée en 4 régions, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Chaque région a un emplacement pour un jeton région. Dans le coin inférieur droit se trouve le champ de bataille, avec des emplacements pour les jetons butin. Le long du plateau se trouve la piste de points de victoire, avec 3 emplacements pour les jetons de faveur du tsar. Dans le coin inférieur gauche se trouve la piste des manches, indiquant les décennies et étapes spéciales du jeu. À droite se trouvent 5 chambres du Kremlin, où les joueurs choisissent leur action pour la manche. Chaque chambre possède ses actions normales et son bonus, avec un emplacement pour un jeton saut. Sous les flèches partant de chaque chambre sont placées 5 cartes mission. À droite des chambres se trouve la piste de faveur du tsar. Le marqueur de manche indique la manche en cours de partie. Les jetons en faveur de tsar, ceux-ci sont obtenus par les joueurs en atteignant en premier 10, 20 ou 30 points de victoire. Il y a 30 cartes projets. Il y a 10 projets pour chacun des 3 types: construction, commerce et militaire. Le côté gauche de la carte projet montre les marchandises nécessaires pour achever le projet. Le côté droit indique les points de victoire obtenus et l'effet du projet. Les projets de construction permettent de placer un bâtiment, les projets de commerce permettent de résoudre 2 de vos jetons commerce, et les projets militaires permettent de placer un guerrier dans le champ de bataille et de collecter un jeton butin. Il y a 15 cartes titres. Chaque carte titre indique comment elle rapporte des points de victoire après la 2e et 4e manche. Au-dessus, vous avez les cartes domaines. Elles sont au nombre de 15. Elles montrent un effet qui peut être utilisé une fois par manche. Il y a 6 cartes mission. Chaque carte mission indique la couleur d'une ville vers laquelle un boyard doit se déplacer après avoir réalisé ses actions dans la chambre du Kremlin. 4 cartes envoient le boyard dans une ville d'une couleur précise. Une carte multicolore permet aux joueurs de choisir n'importe quelle ville. La dernière carte garde le boyard au Kremlin. Vous avez 16 pièces en bois qui représentent les marchandises. Les marchandises servent à accomplir des projets et à réaliser des échanges. Vous avez le blé, le bois et la pierre. Vous avez des marchandises étrangères, au nombre de 12 chacune, ce sont celles qui sont là. Vous avez la poudre à canon, le textile et l'acier. Vous avez 12 jetons butin. Vous collectez un jeton butin et en résolvez immédiatement l'effet lorsque vous placez un guerrier dans le champ de bataille. Vous avez 18 jetons région, 9 avec fond clair, 9 avec fond sombre. Les jetons région indiquent les récompenses que les joueurs reçoivent pour leur influence dans les régions à la fin de chaque manche. Dans la dernière manche, seuls les jetons avec fond sombre sont utilisés. 40 jetons pièces, toutes les pièces ont la même valeur. Elles servent à activer certains effets des cartes domaines, augmenter l'importance des boyards dans les chambres, effectuer des échanges. Vous avez 20 jetons commerce, vous collectez des jetons commerce en déplaçant vos guerriers et boyards le long des voies navigables. L'effet du jeton est résolu immédiatement après sa collecte. Il peut être aussi utilisé ultérieurement dans le cadre de l'effet d'un projet commerce. Vous avez le jeton premier joueur, qui indique quel joueur joue en premier lors de la manche en cours, et pour les joueurs. Le matériel, il y a 4 ensembles colorés pour les joueurs, chacun comprenant
un plateau personnel. La partie supérieure sert à stocker les marchandises locales. La partie inférieure à stocker les marchandises étrangères. Au centre se trouvent 5 emplacements pour les jetons de commerce, dont 3 comportent un effet préimprimé. Le côté droit rappelle comment les marchandises et jetons commerce peuvent être dépensés pendant la partie. Vous avez un marqueur de points de victoire qui vous permet de suivre les points de victoire que vous avez accumulés. Les points de victoire sont attribués pour l'accomplissement de projets, les jetons région, butin et commerce. Des étapes spéciales du décompte ont lieu après la 2e et la 4e manche, avec les cartes titres, le champ de bataille, la faveur du tsar. En fin de partie, les marchandises et pièces restantes sont converties en points de victoire. Si vous dépassez 99 points, continuez simplement à compter en faisant le tour de la piste. Vous avez un marqueur qui indique votre position sur la piste de la faveur du tsar. Vous avez 6 pièces en bois qui représentent des bâtiments. Vous pouvez placer un bâtiment que dans une ville où vous possédez déjà une autre pièce de votre couleur, guerrier ou boyard, et où il n'y a aucun autre bâtiment. Les bâtiments donnent une présence dans les villes. Chaque bâtiment sur la carte vous rapporte 2 points d'influence dans sa région. Vous avez 3 boyards. Au début de chaque manche, vous envoyez vos boyards dans les chambres du Kremlin afin de planifier vos actions. Après avoir agi, les boyards sont placés sur la carte, vous donnant une présence dans les villes et peuvent ensuite s'y déplacer. Chaque boyard sur la carte apporte 2 points d'influence dans sa région. En fin de manche, tous les boyards retournent à leur propriétaire. Vous avez 10 guerriers en bois. Les guerriers donnent une présence dans les villes et peuvent se déplacer sur la carte. Chaque guerrier sur la carte apporte un point d'influence dans sa région. Vous pouvez placer un nouveau guerrier que dans une ville où se trouve déjà une pièce de votre couleur, guerrier, boyard ou bâtiment. Les guerriers peuvent être envoyés au champ de bataille pour collecter des jetons butin et augmenter votre contribution militaire. Vous avez également 2 jetons sceaux. Vous placez un jeton sceau sur une chambre du Kremlin pour indiquer que vous avez utilisé le bonus de cette chambre. Passons maintenant à la mise en place. Pour la mise en place, placez le plateau au centre de la table. Chaque joueur place son marqueur de points de victoire sur la case 0. Placez les jetons faveur du tsar sur les cases marquées 10, 20 et 30 de la piste de points de victoire. Mélangez les 6 cartes mission, placez en 5 faces visibles à côté des chambres du Kremlin, une par chambre. Placez la carte restante, face cachée à proximité. Rassemblez toutes les marchandises et les pièces pour former une réserve commune. Placez le marqueur de manche sur la première case de la piste manche, 1550. Mélangez les 9 jetons région avec fond sombre, face cachée, et empilez-en 4. Placez les faces cachées sur la dernière case de la piste des manches, 1580. Mélangez les autres jetons régions, fond clair et fond sombre, face cachée, et placez-en 4 faces visibles sous le nom des régions sur la carte. Ensuite, formez 2 piles, face cachée, et placez-les respectivement sur les cases 1560 et 1570 de la piste de manche. Replacez les jetons restants dans la boîte sans les regarder. Ensuite, vous allez mélanger les jetons butin, face cachée, et placez-en face visible sur le champ de bataille. 3 jetons pour une partie à 2, 5 jetons pour une partie à 3, et 6 jetons pour une partie à 4. Placez le reste des jetons butin face cachée à proximité. Mélangez les jetons commerce et placez-en 10 dans les emplacements ronds des voies navigables de la carte. Placez le jeton restant face cachée à côté du plateau. Ensuite, vous allez mélanger les paquets titres et cartes domaine. Puis, dans une partie à 3 et 4 joueurs, vous placez 3 cartes de chaque paquet face visible. Dans une partie à 2 joueurs, vous placez 2 cartes de chaque paquet face visible. Chaque joueur prend tous les composants de sa couleur, un plateau, un marqueur de points de victoire, un marqueur faveur du tsar, 2 jetons sceaux, 3 boyards, 6 bâtiments, 10 guerriers. Chaque joueur place son plateau joueur devant lui et prend dans la réserve un blé, un bois, une pierre et 3 pièces. Placez les marqueurs de faveur du tsar des joueurs sur la piste correspondante dans un ordre aléatoire en commençant par le haut. À 3 joueurs, la dernière case est vide. À 2 joueurs, les 2 dernières cases restent vides. Le joueur assis à gauche de celui occupant la position la plus basse sur la piste de la faveur du tsar prend le jeton premier joueur. Mélangez les cartes projet et distribuez-en 3 à chaque joueur. Chaque joueur garde une carte projet sans la montrer aux autres et mélange les 2 autres restant dans la pioche. Révélez 6 cartes projet et placez les faces visibles. Placez le paquet projet à côté. En commençant par le premier joueur et dans l'ordre horaire, chaque joueur place un guerrier dans une ville sans guerrier. Puis en ordre inverse, du dernier joueur au premier, chaque joueur place un deuxième guerrier dans une ville sans guerrier. Une fois ceci fait, vous êtes prêt à jouer et à commencer la première manche. Qu'est-ce donc que la faveur du tsar? Chaque joueur possède un marqueur de faveur du tsar, qui occupe une case de la piste de la faveur du tsar, située à droite des chambres du Kremlin. Lorsqu'il y a une égalité dans le jeu, le joueur dont le marqueur est le plus haut sur la piste a l'avantage. La faveur du tsar n'est prise en compte que si tous les autres facteurs sont égaux. La piste comporte 4 cases, mais une seule case par joueur est utilisée dans chaque partie. Chaque case utilisée ne peut être occupée que par un seul marqueur à la fois. Quand un joueur gagne la faveur du tsar, il déplace immédiatement son marqueur sur la case du haut de la piste. Il pousse vers le bas d'une case tous les marqueurs qu'il a dépassés en conservant leur ordre relatif. Si le joueur est déjà en haut de la piste, il gagne un point de victoire. Au début de la partie, 3 jetons en faveur du tsar sont placés sur la piste. Le premier joueur à atteindre ou à dépasser l'une de ces cases avec son marqueur de point de victoire prend le jeton correspondant et gagne immédiatement la faveur du tsar. Après la deuxième manche, 1560, tous les jetons faveur du tsar restants sont retirés de la piste des points de victoire. Comment se déroule donc la partie? La partie se joue en 4 manches, chacune représentant une décennie.
Les joueurs gagnent des points de victoire pendant les manches normales. Et il existe des étapes spéciales de décompte après la deuxième et la quatrième manche. Chaque manche comporte 3 phases. Une phase de planification, une phase d'action et finalement une phase de fin de manche. Comment se passe donc la première phase qui est la phase de planification? Dans cette phase, les joueurs placent leurs boyards dans les chambres de Kremlin afin de préparer leurs actions. Les joueurs jouent à tour de rôle dans l'ordre horaire en commençant par le premier. À votre tour, vous placez un boyard dans l'une des 5 chambres où vous n'avez pas encore de boyard. Lorsque vous placez un boyard, vous pouvez également placer sous lui n'importe quel nombre de pièces de votre réserve personnelle. Quand tous les joueurs ont placé tous leurs boyards, on passe à la phase suivante, qui est donc la phase d'action. Dans cette phase, les joueurs utilisent leur boyard pour réaliser les actions choisies. Les joueurs jouent à tour de rôle dans l'ordre horaire en commençant par le premier. À votre tour, vous déplacez un de vos boyards hors de la chambre qu'il occupe, en suivant l'indication de la carte mission correspondante. Vous effectuez les actions de cette chambre, puis vous déplacez ensuite ce boyard dans une ville correspondant à la carte mission. Vous pouvez les déplacer hors des chambres dans l'ordre de votre choix. Il y a une importance des boyards et des actions des chambres. Avant de déplacer un boyard hors d'une chambre, il faut vérifier si ce dernier est le plus important dans cette chambre. Plus il a de pièces placées en dessous, plus il est important. En cas d'égalité, la faveur du tsar départage. Leur importance peut changer à tout moment pendant la phase d'action. Le joueur doit donc vérifier au moment où il déplace son boyard. Si le vôtre n'est pas le plus important, les pièces placées sous lui vous sont rendues. Vous ne pouvez pas utiliser le bonus de la chambre et vous ne réalisez que les actions normales de la chambre. Par contre, s'il est le plus important, les pièces placées sous lui sont défaussées dans la réserve commune. Si aucun jeton sceau ne se trouve déjà dans cette chambre, vous pouvez en placer un. Cela vous permet d'utiliser le bonus de la chambre en plus de ses actions normales. Si vous n'avez plus de jetons sceau disponibles, vous ne pouvez pas utiliser le bonus. Si vous placez un sceau dans la chambre, tous les autres joueurs récupèrent immédiatement les pièces placées sous leur boyard dans cette chambre. L'exception faite d'une partie à 2 joueurs, vous devez payer une pièce supplémentaire de votre réserve personnelle pour placer votre sceau et bénéficier du bonus de la chambre. Comment allez-vous résoudre les actions? Vous placez le boyard déplacé sur la carte mission correspondante. Ensuite, vous effectuez les actions de la chambre. Uniquement les actions normales si vous n'avez pas placé de sceau, les actions normales plus bonus si vous avez placé un sceau. Je vous rappelle, les sceaux, ce sont ceux-là. Vous pouvez effectuer les actions de la chambre dans n'importe quel ordre, ou bien en ignorer certaines. Après avoir réalisé les actions, vous déplacez le boyard depuis la carte mission vers n'importe quelle ville de la couleur correspondante. Et les couleurs que vous avez ici, vous les retrouvez dans les régions. Et ici, c'est multicolore. Vous le déplacez donc depuis la carte mission vers n'importe quelle ville de la couleur correspondante. Si la carte mission est multicolore, le boyard peut aller dans n'importe quelle ville de la carte. Si la carte mission ne montre aucune ville, comme c'est le cas ici, le boyard reste sur la carte mission jusqu'à la fin de la manche. Il y a des effets pour les cartes mission sans ville. Ces cartes améliorent les actions de la chambre correspondante. Lorsque vous effectuez les actions normales, vous gagnez une pièce. Lorsque vous utilisez le bonus, vous gagnez la faveur du tsar. Ces effets sont résolus immédiatement après avoir déplacé le boyard hors de la chambre. Imaginons que dans une chambre se trouvent 3 boyards, un blanc, un noir et un vert. Le joueur vert a placé une pièce en dessous. Il est donc le plus important de la chambre. Si aucune pièce n'était placée sous le boyard vert, c'était le boyard blanc qui serait le plus important, car son joueur, à ce moment-là, est le plus haut sur la piste de la faveur du tsar parmi les 3 représentés. S'il avait un autre joueur qui n'avait pas de boyard, il ne participerait pas à cette compétition, même s'il était en premier sur la piste. Je vais maintenant vous parler des actions que vous trouvez dans les chambres. En premier, nous avons la chambre de production. Vous choisissez jusqu'à 3 villes différentes dans lesquelles vous avez au moins une pièce de votre couleur. Chaque ville choisie vous rapporte les revenus indiqués dans sa partie inférieure. Prenez les marchandises et pièces reçues. Attention, il faut payer une pièce pour obtenir une pierre d'une ville. Cette pièce peut être celle que vous venez de recevoir d'une autre ville dans la même activation. Le bonus de la chambre permet de recevoir à nouveau les revenus d'une des villes choisies. Ici, nous avons la chambre des manœuvres. Vous pouvez effectuer jusqu'à 2 actions, chacune vous permettant de placer un guerrier. Vous prenez un guerrier de votre réserve personnelle et vous le placez dans une ville où se trouve déjà une pièce de votre couleur. Déplacez un guerrier ou un boyard. Vous y choisissez une de vos pièces, déjà sur la carte, guerrier ou boyard. Déplacez-la vers une ville adjacente reliée par une voie navigable. Si cette voie comporte un jeton de commerce, prenez-le immédiatement et résolvez son effet. Vous pouvez combiner ces actions dans n'importe quel ordre. Le bonus de la chambre vous permet d'activer une action de manœuvre supplémentaire, soit 3 actions au total. Une ville peut contenir n'importe quel nombre de guerriers et de boyards de tous les joueurs. Quand vous obtenez un jeton commerce, placez-le dans un emplacement libre de votre plateau joueur. Vous pouvez le placer même sur un effet imprimé. Résolvez immédiatement l'effet du jeton prime. Si tous vos emplacements sont déjà occupés, vous devez défausser un jeton existant pour pouvoir placer le nouveau. Ici, nous avons la chambre des projets. Vous pouvez effectuer jusqu'à 2 actions, chacune permettant de prendre une carte projet. Vous choisissez une des 6 cartes projet visibles ou piochez la carte du dessus du paquet projet et l'ajoutez à votre main. Si nécessaire, remplacez immédiatement la carte prise dans la vitrine. Si nécessaire, remplacez immédiatement la carte prise par une carte du paquet. Puis, achevez un projet. Posez une carte projet de votre main devant vous, dépensez les marchandises indiquées à gauche de la carte, gagnez des points de victoire, indiqués à droite, puis résolvez l'effet du projet. Vous ne pouvez pas réaliser un projet si vous n'avez pas assez de marchandises pour le faire. Bonus de la chambre permet d'activer une action projet supplémentaire, soit 3 actions au total. Comme je vous disais, il y a 3 types de projets. Les projets de construction vous permettent de placer
un bâtiment de votre réserve dans une ville qui contient déjà une pièce de votre couleur et où il n'y a aucun autre bâtiment. Si aucune ville n'est disponible ou s'il n'y a plus de bâtiment, vous ne placez rien mais vous gagnez toujours les points de victoire. Les projets de commerce. Choisissez 2 jetons commerce de votre plateau, préimprimés ou pris sur la carte, résolvez leur effet dans l'ordre que vous souhaitez un par un. Vous ne pouvez pas résoudre 2 fois le même jeton. Les projets militaires. Placez un guerrier de votre réserve dans le champ de bataille, prenez un jeton butin disponible, résolvez son effet. Si vous n'avez plus de guerrier, vous ne placez rien, mais gagnez toujours les points de victoire. Ici nous avons la chambre d'échange. Échangez n'importe quel nombre de vos marchandises et ou pièces contre d'autres marchandises et ou pièces pour un taux de 2 pour 1. Gagnez également un bien étranger de votre choix. Prenez toutes les marchandises et pièces dans la réserve et remettez-les dans la réserve lorsque vous les dépensez. Le bonus de la chambre vous permet de recevoir un bien étranger supplémentaire de votre choix. Ici nous avons la chambre de récompense. Prenez une carte domaine ou une carte titre ou depuis le dessus de la pioche correspondante. Conservez vos cartes titres et domaines face visible devant vous. Bonus de la chambre vous permet de prendre une carte domaine supplémentaire, mais pas une carte titre de la même façon. Si vous prenez une carte titre ou domaine, ne la remplacez pas immédiatement. Les cartes titres et domaine sont reconstituées seulement à la fin d'une manche. Vous avez également ce qu'on appelle des actions libres. Pendant votre phase d'action, vous pouvez effectuer des actions libres. Avant de déplacer votre boyard hors d'une chambre, après l'avoir déplacé, entre 2 actions d'une chambre ou entre 2 effets de jetons, avant ou après avoir placé votre boyard dans une ville. Vous pouvez effectuer autant d'actions libres que vous voulez et que vous pouvez réaliser. Les actions libres des domaines. Chaque carte domaine indique des actions libres. Chaque carte ne peut être utilisée qu'une seule fois par manche. Tournez-la sur le côté pour montrer qu'elle a été utilisée. Vous avez des actions libres du plateau joueur. Vous dépensez 2 marchandises locales pour obtenir une pièce. Vous défaussez 2 jetons commerce pour prendre une carte projet dans votre main. Vous dépensez un bien étranger pour obtenir une pièce. Vous réarrangez les jetons commerce entre les emplacements de votre plateau. Vous ne pouvez pas effectuer d'action libre pendant le tour d'un autre joueur, pendant la phase de planification, pendant la phase de fin de manche. Les jetons commerce et régions défaussées ne sont plus utilisés durant la partie. Placez les faces visibles à côté du plateau, à part des jetons face cachée. Les joueurs peuvent consulter toutes les cartes et jetons défaussés à tout moment. Ensuite arrive une phase de fin de manche. Lorsque tous les joueurs ont terminé de déplacer leur boyard hors des chambres et de réaliser leurs actions, vous allez faire des récompenses de région. Distribuez des jetons région dans l'ordre Est, Sud, Ouest et Nord. Vous déterminez l'influence de chaque joueur dans chaque région. Chaque guerrier rapporte 1 point d'influence, chaque bâtiment ou boyard rapporte 2 points d'influence. Le joueur avec le plus d'influence choisit une des 2 récompenses indiquées sur le jeton. Le joueur avec la 2e influence prend l'autre récompense. Si un joueur n'a aucune pièce dans le région, il ne reçoit rien. Les égalités sont départagées par la faveur du tsar. Dans une partie à 2 joueurs, seul le joueur avec le plus d'influence reçoit une récompense. Le choix de la récompense dépend de la différence d'influence. Si la différence est inférieure au PV indiqué sur le jeton région, le joueur avec moins d'influence choisit la récompense du joueur avec le plus d'influence. Si la différence est égale ou supérieure, le joueur avec le plus d'influence choisit sa récompense. Si une région contient les pièces d'un seul joueur, l'autre joueur a une influence de 0. Vous avez un décompte spécial à la fin de la 2e ou 4e manche, après les récompenses de région. À la fin de la 2e manche, tous les jetons en faveur du tsar restant sur la piste de PV sont retirés. Chaque joueur marque des points de victoire selon ses cartes titres. Le joueur avec le plus de guerriers dans le champ de bataille gagne 4 points de victoire, le deuxième 2 points de victoire. Si vous n'avez pas de guerrier, vous ne gagnez pas ces points. Le joueur avec la plus haute faveur du tsar gagne 4 points, le deuxième 2 points. Si c'est la 2e manche, chaque joueur récupère ses guerriers du champ de bataille. Vous défaussez tous les jetons butin restants et placez-en de nouveau comme lors de la mise en place. Vous défaussez tous les jetons commerce restants sur la carte et placez 10 nouveaux dans leurs emplacements désignés. Si c'est la 4e manche, chaque joueur peut échanger ses biens étrangers contre des points de victoire à un taux de 2 pour 1. Ensuite, échangez toutes les pièces et marchandises restantes, locales et étrangères, contre des points de victoire à un taux de 3 pour 1. Vous allez ensuite vous préparer pour la manche suivante. Chaque joueur retourne ses boyards et ses sceaux à sa réserve. Remettez les cartes domaine utilisées à leur position initiale. Défaussez les cartes domaine et vitrine restantes et révélez autant de nouvelles cartes que lors de la mise en place. Si le paquet est vide, mélangez la défausse. Mélangez les 6 cartes mission et placez-en 5 nouvelles visibles à côté des chambres. Défaussez les jetons région et remplacez-les par 4 nouveaux tirés de la pile de la prochaine case de la piste de manche. Déplacez le marqueur de manche sur la décennie suivante. Le joueur, à gauche de celui avec la faveur du tsar la plus basse, prend le jeton premier joueur. Après le 4e tour, arrive la fin de partie. Vous effectuez un décompte final. Échangez vos biens étrangers contre des points de victoire 2 pour 1. Échangez toutes les pièces et marchandises restantes contre des PV 3 pour 1. Et ensuite, le joueur avec le plus de points de victoire gagne la partie. En cas d'égalité, la faveur du tsar fait des partages. Donc voilà pour les règles de ce jeu, vraiment très bien pensé, très malin. Le thème est vraiment présent. Je vais donc maintenant vous donner mon avis sur ce dernier. Le XVIe siècle en Russie fut une période de bouleversement politique et de lutte pour le pouvoir, où la faveur du tsar pouvait transformer une famille en acteur majeur de l'histoire, ou la reléguer à l'oubli. The First Tsar, Ivan the Terrible, est un jeu de gestion et de stratégie qui plonge les joueurs au cœur de cette époque.
leur proposant de rivaliser pour l'influence, la richesse et la gloire sur une période de 4 décennies. Il est clair que ce jeu est bien plus qu'un simple jeu de placement ou de collecte de ressources. Il combine stratégie politique, planification à long terme et interaction subtile entre les joueurs. Dès la mise en place, le jeu frappe par la richesse de sa thématique historique. La carte du plateau représente la Russie au milieu du XVIe siècle, divisée en 4 régions distinctes. Chaque région, composée de villes colorées, est reliée par des voies navigables, permettant à la fois le commerce et les mouvements militaires. Les joueurs envoient leurs boyards dans les chambres du Kremlin, planifient des projets de construction, réalisent des échanges commerciaux et envoient leurs guerriers au champ de bataille. Le tout dans une tentative de maximiser leur influence régionale et de gagner la faveur du tsar. Les jetons de commerce, les cartes titres et domaines, ainsi que les projets de construction, commerce ou militaire, sont tous thématiquement cohérents et renforcent la sensation d'être plongé dans une cour impériale au XVIe siècle. La mécanique de faveur du tsar, qui départage les égalités et influe les décisions dans les chambres, est particulièrement bien pensée. Elle simule habilement l'impact du pouvoir politique et des intrigues sur les actions des joueurs, créant une tension permanente à chaque décision. Le cœur du jeu repose sur un cycle de 4 phases principales par manche: planification, action, action libre et fin de manche. La phase de planification, les joueurs placent leurs boyards dans les chambres du Kremlin, décidant quelles actions ils souhaitent entreprendre. Ce placement initial est crucial et nécessite une anticipation des mouvements des adversaires, car chaque chambre est limitée, et les boyards les plus influents peuvent bénéficier de bonus supplémentaires. Ensuite, une phase d'action, les joueurs déplacent leurs boyards et réalisent des actions des chambres. Chaque chambre a un rôle spécifique. Production, collecte de ressources à partir de villes où l'on possède des pièces. Manœuvre, déplacement ou placement de guerriers et de boyards, collecte de jetons commerce. Projet, acquisition ou réalisation de projets de construction, commerce ou militaire, chacun rapportant des PV et des effets spécifiques. L'échange, conversion de ressources et acquisition de biens étrangers rares. La récompense, collecte de cartes titres et domaines, pour des points de victoire des actions supplémentaires. Le joueur peut également effectuer des actions libres issues de son plateau, de ses cartes, pour optimiser ses ressources et créer des combinaisons puissantes. Cette phase introduit un véritable effet de combo qui récompense la planification stratégique et la maîtrise des interactions entre les différentes ressources. À la fin de la manche, il y a un calcul de l'influence dans chaque région, une distribution des jetons région. Les points d'influence sont calculés selon la présence de guerriers, boyards et bâtiments, et les égalités départagées par la faveur du tsar. Les étapes de décompte spéciales à la fin de la deuxième et la quatrième manche permettent d'attribuer des points supplémentaires en fonction des cartes titres, du contrôle de champ de bataille et de la position sur la piste faveur du tsar. La profondeur stratégique du jeu est impressionnante. Chaque décision a un impact à court et à long terme. La gestion des projets oblige les joueurs à équilibrer les ressources disponibles, les points de victoire immédiats et l'influence sur la carte. Les chambres du Kremlin offrent un choix constant, optimiser ses actions pour soi-même tout en anticipant et perturbant les plans des adversaires. Les actions libres ajoutent un niveau supplémentaire de complexité. Le joueur peut combiner ses ressources locales et étrangères, défausser des jetons pour obtenir des projets ou utiliser des cartes domaines pour gagner de la faveur ou placer des guerriers de manière stratégique. Ces mécaniques permettent de créer des chaînes d'action très puissantes, mais nécessitent une planification attentive et une bonne mémoire des possibilités offertes par le plateau et les cartes. Le jeu propose une interaction directe et très forte. Les joueurs ne peuvent pas attaquer directement leurs adversaires, mais la compétition pour les chambres, les jetons région et les positions sur la carte crée une tension constante. La faveur du tsar est une mécanique brillante qui sert de coup de pouce politique et peut inverser le résultat d'une égalité, renforçant l'importance de chaque décision. L'interaction est subtile mais cruciale. Un joueur bien placé dans une chambre ou dans une région peut forcer les autres à ajuster leur stratégie, introduisant un véritable jeu de bluff et de prévision. Le jeu propose une immersion thématique forte, elle est remarquablement bien intégrée aux mécaniques du jeu. Il propose une stratégie profonde. Combiner placement, ressources, projets et influence régionale offre une richesse tactique exceptionnelle. L'interaction indirecte est intelligente. La compétition pour les chambres et influence régionale combinée à la faveur du tsar rend chaque action significative. Il offre une rejouabilité élevée avec les tirages aléatoires des projets, des cartes titres domaines et des jetons région. Cela offre de nombreuses variations entre les parties. Il y a un équilibre entre planification et adaptation. Les joueurs doivent anticiper plusieurs tours à l'avance tout en s'adaptant au mouvement des adversaires. The Third Tsar Events the Terrible n'est pas un jeu pour les amateurs de mécaniques simples ou de parties rapides. Il s'adresse à des joueurs passionnés par la stratégie à long terme, la gestion de ressources complexes et les jeux à forte interaction en direct. Sa combinaison unique de placement, de projets, d'influence régionale et de gestion politique en fait une expérience riche, immersive et extrêmement satisfaisante pour ceux qui aiment planifier plusieurs tours à l'avance et tisser des stratégies complexes. En résumé, ce jeu est une véritable expérience ludique, combinant stratégie, planification, dans un cadre historique fascinant. Pour les amateurs de jeux exigeants et immersifs, il représente un ajout de qualité à leur collection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu de très bonne qualité encore une fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez passé en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Et vous trouverez sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre. Et n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!